Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à Marseille, Parc national des Calanques. Alors je précise qu'aujourd'hui je réalise un podcast sur la passion plongée ou l'iceberg inversé. Je précise aussi que je parle en mon nom. Faut pas oublier que l'équipe Aquadomia, il n'y a pas que Vincent, hein, moi je suis le fondateur, mais récemment, hein, depuis cette année, je suis associé à 50% avec Bruno Scherling, hein, qui est le co-gérant. Hein. Donc nous sommes une équipe de 2 personnes, complétée par des stagiaires pédagogiques comme Morgane, que je remercie au passage pour tout son investissement pour la bonne réalisation de cette saison. Alors pourquoi je parle de passion? Tout simplement parce que la plongée est une activité passionnante. Pourquoi je parle d'iceberg inversé? Tout simplement parce que je me rends compte que c'est certainement l'activité qui provoque le plus de fantasmes. J'entends par là qu'on peut avoir des personnes qui ont fait 1 à 10 plongées dans l'année, qui sont capables d'en parler pendant des journées entières, des heures, et ainsi de suite. Bref, une plongée laisse rarement indifférent, que ce soit dans le côté positif ou négatif parfois, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Hein, donc on a une extraordinaire capacité à parler, parler, parler de plongée, sans forcément y consacrer énormément de temps pour la réalisation concrète de l'activité, tout simplement parce que ça mobilise chez nous un imaginaire tel, ça provoque chez nous de telles émotions que ça laisse des souvenirs indélébiles. Hein. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'est-ce qui est recherché dans la plongée et quelles sont les passions associées à la plongée. Hein, je sais que j'avais posé la question récemment par un petit communiqué sur la chaîne YouTube, et beaucoup de personnes parlent de, par exemple, moto, de nature. C'est pas mal aussi si vous-même, vous me disiez en commentaire quelle est votre passion autre que celle de la plongée. Puisque la plongée, c'est l'occasion de se réaliser au travers de tas de passions. Hein, ça peut être effectivement la biologie sous-marine, ça peut être l'histoire au travers des épaves, ça peut être le matériel, notamment quand on parle de plongée tech, ça peut être l'extrême, hein, quand on parle par exemple de plongée spéléo ou de plongée tech profonde, ça peut être sportif, hein, quand on parle de plongée sportive en piscine, ou quand on parle de disciplines comme l'apnée, ça peut être plein de centre d'intérêt, hein, je compléterai par l'orientation, etc. Il y en a des tas. Là aussi, c'est pas mal que vous me disiez en commentaire, non seulement quelles sont vos passions autres que la plongée, et qu'est-ce qui vous motive le plus au niveau de la plongée. Alors moi, je vais peut-être vous parler de mon parcours personnel, hein, vous parler de ma passion, hein. C'est vrai que je me livre pas très souvent à titre personnel. Moi, tout petit, j'ai commencé à faire de l'apnée, mais pas du tout dans des clubs structurés, etc. Ça n'existait pas, hein, de l'apnée dans la piscine du nord de la France dans laquelle j'évoluais. Hein, j'adorais faire des longueurs à la brasse en apnée, une longueur ou plusieurs longueurs. J'étais plutôt bon dans le domaine. Et c'était complètement autodidacte et intuitif, hein, puisqu'à l'époque j'utilisais les bonnes vieilles techniques d'hyperventilation qu'on ne préconise absolument plus maintenant, hein, tellement elles peuvent être risquées au niveau des risques de syncope. Mais toujours est-il que ça fonctionnait bien. Ça a été ma première approche avec l'univers subaquatique, hein, en piscine. Et comme j'habitais dans le nord de la France, il n'y avait pas de mer à côté, mais par contre, lors de mes vacances en Bretagne, c'est là que j'ai découvert l'environnement marin, en achetant d'abord un masque et un tuba, les fameux tubas avec la balle de ping-pong à l'origine, hein, ces tubas qui sont maintenant interdits pour les risques de blocage et de noyade provoqués, puis les palmes, et puis bien sûr, comme tout compte gamin qui se retrouve devant un magasin d'articles de plage ou dans un supermarché sportif, enfin à l'époque les supermarchés sportifs n'existaient pas, mais je me suis retrouvé forcément à acheter un harpon sous-marin, tellement ces fusils étaient beaux, hein, pour les petits gamins qui adorent jouer au cow-boy et à l'indien, avoir une arme, parce qu'il s'agit d'une vraie arme, et je me suis mis à la chasse sous-marine.
Donc, bon, je tiens à dire que je n'ai jamais fait vraiment de gros dégâts à la faune, mais ça a été une de mes premiers contacts avec la mer, avec toutes les questions qu'on peut se poser là-dessus, hein, la légitimité de la chasse sous-marine, la dangerosité, et est-ce qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui? Voilà, là-dessus, je laisse le débat ouvert. Personnellement, une chasse responsable ne me dérange pas. Ce qui me dérange plus, c'est de voir des images de poissons en train d'agoniser et des gens qui se réjouissent dessus. Bon, ça, sensiblerie extrême. Ensuite, vers l'âge de 18 ans, hein, j'ai enfin concrétisé la plongée sous-marine, par laquelle j'avais été sensibilisé par les émissions de Cousteau à l'époque, hein, de Jean-Michel Cousteau, qui paraissait le dimanche, ça devait être à 17 h, et je ne loupais aucun épisode, hein, ces épisodes de conquête du monde sous-marin. Et donc à 18 ans, j'ai franchi la porte d'un club de plongée à Lille, hein, pour passer mon niveau 1. Hein. Pour moi, ça a été quasi une formalité, hein, puisque étant habitué à la plongée, à l'apnée, à la plongée libre, il m'a suffi de mettre une bouteille sur le dos. Bon, ceci dit, elle m'a quand même scotché au fond. Et donc passer mon niveau 1 était relativement facile, sauf que le premier passage organisé, et c'est le seul niveau que j'ai loupé mon niveau 1. Tout simplement parce qu'à l'époque, on demandait de faire au moins 100 mètres en caplé. C'était réalisé avec une bouteille, on n'avait pas de gilet, et je ne m'étais pas du tout entraîné à ça, si bien que j'avais pas la technique, et que j'ai bu la tasse à travers mon tuba, je recrachais l'eau à chaque fois, et puis au final, j'ai dû m'interrompre. Donc après, les semaines qui suivaient, je me suis entraîné comme un fou au caplé pour réussir mon niveau 1. Alors, j'ai eu mon niveau 1 en piscine, hein, puisque à l'époque, comme aujourd'hui avec la FFSSM, il est encore possible d'avoir son niveau 1 certifié en piscine. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça, hein, puisqu'il y a des plongées qui sont rendues obligatoires maintenant, mais il n'y a pas vraiment de contrôle. On a toujours la carte niveau 1 avant de réaliser ces plongées. Ma première plongée, elle a été réalisée lors de vacances. On passait pas loin, on était au Cap d'Agde, on est passé au Cap d'Agde, et là j'ai vu un club de plongée avec lequel je suis allé plonger, donc on m'a regardé de haut, hein, comme j'étais à niveau 1 piscine. Donc tout était nouveau pour moi. Je suis parti avec un moniteur et un niveau 3 qui servait de serre-fil. Je déteste cette appellation, mais c'est comme ça qu'il avait été appelé. On m'avait laissé sur un fond sableux, donc moi j'étais tout content, tout excité de découvrir cette plongée. En même temps, on n'avait pas vu grand-chose, mais le brief était tellement inquiétant que j'avais peur, hein, j'avais peur de cette première expérience. Et à la fin, mon moniteur était tout fier de m'annoncer que j'étais allé à 23 mètres, mais que sur mon carnet, il mettrait juste 19 mètres parce qu'il avait enfreint la réglementation. Voilà pour ma première plongée. Ensuite, les plongées suivantes, je les ai fait de retour dans le nord et en milieu naturel dans les carrières belges. Hein, donc ça, c'est une super expérience, hein, les plongées en eau douce. Ça aussi, c'est une passion, hein, la plongée en eau douce, qui présente de nombreux avantages, hein, ne pas détruire le matériel autant qu'en eau de mer, où on a l'oxydation liée au sel et l'encrassement, et aussi une faune qui peut être fantastique, hein. Il y a des brochets qui sont superbes, ou plonger au milieu de forêts d'arbres, c'est fantastique, ou alors c'est complètement lunaire. Quand on voit ces décors industriels de machines, de carrières qui sont là. Ensuite, j'ai passé mes premiers niveaux à Niolon, hein, au centre UCPA. C'est là que j'ai commencé à goûter la Méditerranée, et c'était une expérience fantastique, hein. Je me souviens, mon premier stage, j'avais prévu de faire l'exploration, et c'est sur place, on m'a dit bah, commence à préparer ton niveau 2, et j'ai commencé comme ça à l'UCPA Niolon. Et ensuite, une fois rentré, je me suis lancé dans la biologie. Je n'avais pas terminé à mon niveau 2, puisqu'à l'époque, à Niolon, ils préconisaient de le faire sur 2 semaines, hein. Et donc, je me suis lancé dans des cursus de biologie sous-marine avec Vincent Marin, hein, à qui je passe le bonjour s'il m'écoute, et qui m'a communiqué plein de compétences, de connaissances, de passions concernant la biologie sous-marine. Et c'est lui qui m'a incité à finaliser le niveau 2 au barrage de l'odeur, de manière à ce que je puisse enfin utiliser, non pas un gilet stabilisateur, ça n'existait pas à l'époque, mais une FENSI, et que je puisse être en autonomie. Ensuite, par la suite, c'est là
que je voulais en fait progresser vers le niveau 4, puisqu'à l'époque on pouvait aller du niveau 2 au niveau 4 sans passer par le niveau 3. Et un médecin du club de Lille à l'époque, je ne vais pas citer son nom, hein, qui est un peu idiot, hein, qui a décidé de nous refuser de m'accorder le certificat médical sous prétexte que je m'étais fait réformer de l'armée et que pour lui c'était un problème grave en psychologie et que ça m'interdisait de faire de la plongée. Et donc, j'ai interrompu mon investissement dans la préparation plongée, d'autant qu'à l'époque, j'ai commencé à travailler sur Paris. Je vous rappelle que ma formation de base, j'ai un DESS marketing, et donc je me suis lancé mes premières armes sur Paris, hein, sur lesquelles j'ai passé un peu moins de 15 ans. Et là, j'ai rencontré à nouveau des clubs associatifs dans lesquels j'ai évolué, notamment le club de Reuilly Diderot, au sein duquel j'ai été vice-président. C'était une super expérience, un gros club parisien. Et là, j'ai souhaité progresser. Et pour ça, je suis allé à Niolon à nouveau, à l'UCPA, pour passer le niveau 3, puisque à l'époque, je me suis dit, j'ai plus envie de plonger pour moi-même. Et c'est en passant le niveau 3 à Niolon que je me suis dit, tiens, l'encadrement, c'est super intéressant. Et de retour à Reuilly, donc sur Paris, j'ai décidé de passer d'abord mon initiateur, puis de me préparer au niveau 4, que j'ai finalisé à Niolon, hein. Je me souviendrai toujours au sein du club, quand tu arrives dans un club et tu veux préparer le niveau 4, les moniteurs font les gros bras en disant ah, 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 tu crois que tu vas y arriver, parce que dans les clubs, c'est vrai qu'il y a une grosse lutte de pouvoir. C'est ça aussi une passion dans l'investissement des clubs associatifs, hein, c'est un peu la prise de pouvoir, ce qui m'a toujours fait sourire, puisque ce n'était absolument pas mon cas. Et bref, j'ai passé mon niveau 4 donc à Niolon, et puis ensuite, naturellement, je me suis orienté vers le MF1 en faisant un stage initial là aussi à Niolon, qui a été le stage que j'ai le plus détesté dans ma formation plongée, avec le stage de formation Revo, tout simplement parce qu'on n'y plongeait pas et puis que l'ambiance n'était pas géniale, quoi, en fait. Mais ceci dit, c'était malgré tout une bonne expérience. Toute expérience plongée est bonne à prendre. Pour mon stage pédagogique, je l'ai fait à Villeneuve-la-Garenne, hein, donc en fosse de plongée. Et là, c'était fantastique, ça m'a appris la gestion du temps, parce qu'en fosse de plongée, si vous prenez quelques minutes de retard sur les clients précédents, pour les suivants, c'est mort, en fait. Et ensuite, beaucoup de stages pédagogiques aussi à Niolon, ce qui m'a permis d'être MF1. Donc tout ça, ça m'a permis de développer une passion progressif pour l'enseignement, l'organisation que j'ai adoré. Et ensuite, c'est passé un événement qui peut être triste, mais également heureux. La société dans laquelle je travaillais, hein, qui était Intergraph Computer System, au sein de laquelle j'étais directeur marketing direct, a fermé du jour au lendemain. En direction des US, on ferme. Et donc là, j'ai bénéficié d'un cabinet de placement et je leur ai dit, écoutez, moi j'ai très envie de bosser immédiatement, mais en même temps, on arrive à l'été et c'est vrai que, étant moniteur de plongée, j'aimerais en profiter. Et le meilleur conseil que j'ai jamais eu, c'est, mais écoute, vas-y, on se retrouve en septembre. Et donc j'en ai profité pour gérer le club de l'île de Groix, où j'ai passé plusieurs semaines, plusieurs mois, et ça c'était une expérience fantastique parce que c'était la première fois que j'étais vraiment directeur de plongée, livré à moi-même pour choisir les sites, et ça c'était une expérience fantastique. Donc ça m'a permis de alimenter ma passion de l'organisation, ma passion aussi de conduite de bateau pour gérer l'activité. Ensuite, l'étape suivante, bah, ça a été vers les années 2005, hein, quand j'ai décidé de tout changer au niveau professionnel, localisation, en m'installant à Marseille, en lançant Aquadomia qui est censé représenter ce que je toujours cherchais, c'est-à-dire la formation quand je veux, non pas avec des plannings qui ne sont jamais adaptés. Et là, donc, je me suis lancé à la fois dans la passerelle brevet d'État, mais aussi dans le système américain avec ma formation d'instructeur PADI. Et c'était génial parce que c'est la première fois qu'on m'apprenait à travailler dans le domaine du business de la plongée. Hein, ensuite, j'ai passé un super niveau que j'ai adoré, comme celui du niveau 4. J'ai passé le MF2 avec là une passion dans la préparation, que ce soit de la théorie, que ce soit la préparation physique, technique. C'était vraiment très très complet.
degré. Et puis la pédagogie au deuxième degré, c'est quand même vraiment génial. J'ai aussi associé à ça le B2ES2, hein, faisant non pas une équivalence, mais un passage allégé. Donc ça a été très sympa. Donc par rapport à ça, moi, ma passion, ça a toujours été l'enseignement. Et enseigner au moniteur, là, c'est devenu une nouvelle passion, puisque enseigner à un moniteur, c'est pas lui dire tu vas faire de telle façon, mais c'est lui apporter les éléments pour qu'il sache lui-même fabriquer sa progression pédagogique, et ça c'est vraiment top. Hein. En même temps, j'ai progressé dans la plongée tech, hein, et notamment avec leur recycleur. Je remercie au passage Pascal Chauvière de m'avoir formé au recycleur Inspiration pour commencer. Hein. C'était une super expérience qui s'est faite en mer Rouge, en même temps qu'il y avait dans un groupe parallèle des formations de handicapés dont on partageait la vie, et ça c'était vraiment absolument génial, cet esprit d'ouverture. Et donc le recycleur m'a ouvert d'autres portes, hein, en termes d'autonomie, en termes de rapprochement avec la faune, et puis aussi en termes de connaissances techniques. Et puis il faut dire aussi que la plongée tech, là, on s'engage dans une plongée qui est un peu plus exigeante, où ce n'est plus la même façon que la plongée loisir, à la fois de réfléchir, mais aussi de se comporter. Et cette approche de la plongée tech, je l'ai parfait depuis ces dernières années aussi, avec Franck Vasseur, que je remercie là aussi au passage, pour me former à la plongée spéléo, hein, passant progressivement les niveaux intro to cave, full cave, et puis devenir moniteur caverne. Donc ça c'est vraiment super, hein, c'est ce qui me permet avec lui de proposer une initiation, donc là avec moi sur Marseille, au cursus caverne, une formation au cursus caverne, et ensuite faire avec lui de l'intro to cave et du full cave, sachant que j'envisage par rapport à ça aussi de me qualifier comme moniteur intro to cave. Ça a été un peu contrarié comme projet, mais je l'ai toujours à l'esprit. C'est vraiment des épreuves, enfin des moments d'humilité que d'apprendre tout ça, quoi, en fait, hein, puisque là, en milieu confiné, ça demande vraiment une grande planification et puis aussi une grande confiance en soi. Hein. Là, c'est là qu'il faut vraiment maîtriser à la fois le mental, les émotions, la respiration, l'équilibre. C'est vraiment très très complet. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la passion de la plongée. Vous dire que moi, la passion, bah, je vous l'ai retracée au travers de mon cheminement pour la plongée. Hein. Maintenant, je cumule à peu près 10 000 plongées. Moi, ma passion, c'est vraiment toujours le partage, hein, que ce soit en face à face avec mes élèves. Je rappelle que Aquadomia, c'est du partage en mini-groupe, un tout petit comité, et puis aussi, ben, vous le savez, hein, via la chaîne. Et autrement, moi, mes autres passions, moi, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai la passion pour les activités physiques extérieures, hein, pour garder la forme. J'ai la passion aussi de la moto, hein, pour m'évader. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses communes entre la plongée et la moto. J'aime la randonnée. Et puis j'aime aussi, d'une manière générale, je suis un épicurien, j'aime m'amuser. Et récemment, je me suis mis à la chanson, hein, c'est pour ça que vous avez entendu un premier clip qui est sorti cet été. Et comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, vous allez avoir le 15 octobre à 20h45 une nouvelle chanson qui va sortir. Ça, c'est un super projet qui m'a animé cet été, puisque j'ai eu une convalescence à faire suite à un petit problème d'épaule. Et donc j'ai consacré mon temps à développer mes capacités en chant, et ça aussi c'est une chose extraordinaire. Et là je me suis retrouvé à la place de l'élève, et de toute façon je me remets souvent à la place de l'élève en tant que moniteur de plongée, puisque moi-même je suis des formations, et ça c'est vraiment génial, et c'est ça que j'adore dans la formation. Hein, je dirais que ma passion principale c'est peut-être la formation, avec aussi l'univers des poissons bien sûr. Donc si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de mettre un pouce dessus. Et puis ce que je vous invite à faire, c'est me dire en commentaire
quelle est votre passion pour la plongée? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous anime? Et quelles sont, vous, vos passions autres que la plongée? Ça fera un super témoignage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite donc, comme je l'ai dit, à dire si vous avez aimé cette vidéo, enfin ce podcast. Si vous ne l'avez pas aimé, dites pourquoi et je vous le rembourse. Et puis, bien sûr, pour continuer à suivre la chaîne YouTube, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche. À bientôt.